Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. Nouvel entretien avec Martine Denette et Claude Diot, deux fondateurs de l'association En Toute Franchise qui lutte contre les scandales autour de l'installation des grandes surfaces, les supermarchés, hypermarchés, tous les grands magasins en général. On avait fait un premier entretien, un long format que vous pouvez retrouver, où on avait évoqué pas mal de cas issus de ce livre, 418 milliards, la fraude de la grande distribution, avec la complicité des élus et de l'administration. C'est aux éditions Talma. C'est un livre qui avait fait beaucoup de bruit et qui résume surtout un scandale d'ampleur. Les grandes surfaces peuvent s'installer sur des zones, ce qui va avoir de lourdes répercussions, on va dire, sur les petits commerçants. Vous en avez été victime avant de créer cette association En Toute Franchise qui se bat pour protéger le petit commerce. Vous étiez deux commerçants qui avaient subi l'installation de grandes surfaces là où vous étiez à l'époque, donc c'était dans les années 90. Tout à fait. Aujourd'hui, vous revenez sur ce plateau, puisque vous allez nous en parler, vous recherchez juste 15 députés pour faire bouger cette affaire, puisque c'est un scandale d'ampleur en France. Vous allez nous parler de quelle manière il n'y a plus de contre-pouvoir dans la Constitution. La Constitution préconise qu'il y ait des contre-pouvoirs, les députés, le préfet, mais au final, dans les faits, rien ne se fait. Donc en fait, on met dans la Constitution des lois, mais qui ne servent à rien finalement. Donc vous allez nous en parler. Rappelez aux lecteurs, tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas l'association En Toute Franchise, rapidement, quel est votre combat en général? Voilà. Est-ce que je l'ai bien résumé? Oui. Tout à fait, tout à fait. Bon. La seule chose, c'est les commerçants indépendants, Ouais. pas le petit commerçant. Parce que le commerçant indépendant, il est peut-être un peu plus gros, enfin plus volumineux, mais il a les mêmes inconvénients. C'est une faute de langage qu'on fait. Non, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas commerçant. Oui, ben, on vous remercie encore une fois de nous recevoir. Donc le combat on a commencé ce combat parce que nous avions été victimes nous-mêmes de toutes les magouilles qu'il peut y avoir dans un dossier d'implantation de grande surface. Et surtout, quand la grande surface ne respecte pas les décisions d'urbanisme commercial pour s'implanter, et bien là, c'est vraiment la galère parce que tout le monde en rajoute. Vous avez la direction de l'équipement qui ne voit rien, la direction de la concurrence et des fraudes qui, elle, fait des procès-verbaux incomplets pour pas que pour pas que les infractions soient punies par le procureur de la République. Vous avez le juge d'instruction qui ne veut pas écouter les parties civiles et qui refuse de prendre les pièces des parties civiles. Je fais juste une parenthèse. L'affaire de François F, parce qu'il faut pas dire son nom, tombe à pic parce que là, c'est la première fois que le Conseil constitutionnel reconnaît qu'un juge ou qu'un procureur peut faire défaut. Donc, ça va nous ouvrir la voie sur nos procédures, puisque nous n'avons jamais pu faire condamner un procureur et le juge d'instruction qui n'a pas voulu respecter la procédure dans le dossier de Carrefour Vitrolles. Je ferme la parenthèse, mais... Alors que ça fait combien de temps que vous vous battez? Nous, l'association, ça fait 30 ans qu'on se bat contre des contre des implantations de surface illicites et contre des implantations qui sont faites de manière illégale, avec la complicité des élus, la complicité du préfet, de la direction départementale des territoires et de la mer, la complicité de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, puisqu'ils ne mettent pas les vrais éléments à l'intérieur des dossiers. Et, il a fallu 30 ans, et donc cette affaire François F, du coup, qui pourrait... Donc on comprend François Fillon. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous commencez à nous en parler? Pour nous, l'affaire de François Fillon... Enfin, l'arrêt du Conseil constitutionnel de Monsieur François Fillon, pour nous, c'est vraiment une bénédiction, parce que je ne préjuge pas du résultat de la procédure, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que le Conseil constitutionnel a enfin reconnu qu'un juge d'instruction ou un procureur pouvait ne pas respecter la procédure pénale. Et c'est ce que nous avons rencontré dans nos dossiers. Quand le juge d'instruction n'a pas voulu prendre les dossiers, les pièces maîtresses que nous lui avons apportées en tant que partie civile, le juge d'instruction a refusé de respecter la procédure pénale. Et là, justement, l'arrêt de François Fillon montre que on peut faire tomber maintenant, quand un procureur ne respecte pas, un procureur ou un juge d'instruction
ne respectent pas la procédure pénale. Oui, parce que vous nous en parliez, on ne va pas revenir dessus en détail, mais dans le premier entretien, on invite vraiment tous les lecteurs à aller le voir, parce que c'est un des plus gros scandales aujourd'hui en France. Et vous nous parliez que tout le monde était impliqué. Vous aviez des problèmes avec le comportement des préfets, des maires, des ministres, mais aussi des juges, comme vous le rappelez là. Voilà. Et puisque les juges ne veulent pas, comment dire, requalifier les faits, et maintenant, justement, quand un juge ne requalifiera pas les faits, avec l'arrêt du Conseil constitutionnel, ça nous ouvre énormément de voies. Donc pour résumer, une affaire type, par exemple, une grande surface veut s'installer, il y a des règles qui doivent protéger le citoyen, qu'elle ne s'installe pas sur une zone, on va dire, de n'importe quelle manière, et finalement, les maires ou les élus font passer, parfois les préfets, font tout pour que la grande surface puisse s'installer, alors que les commerçants indépendants, comme vous le disiez, n'ont pas cette chance-là. Voilà, puisque il y a certains maires, je ne veux pas dire que c'est tous les maires, parce que ça serait quand même prétentieux, et puis j'en ai pas la preuve, mais vous avez certains maires qui ne respectent pas les règles de leur plan local d'urbanisme, et celui qui doit contrôler, c'est le préfet, dans le cadre de contrôle de légalité. Et justement, ça est l'article 72 de la Constitution, donc c'est un des premiers articles qui n'est absolument pas respecté. Oui, alors on va en parler après, parce que vous montrez de quelle manière, vous allez nous expliquer ça, mais de quelle manière, finalement, on met des circulaires pour protéger les commerçants indépendants, et là, les préfets annulent par décret. Mais juste avant ça... C'est l'inverse. C'est l'inverse. Mince. Mais ok. Voilà, justement, ça prouve à quel point c'est complexe de comprendre. Voilà, tout à fait. Pour que les lecteurs, parce que les lecteurs ont du mal à s'approprier ce type de scandale. Juste, on va revenir là-dessus, mais donc, la raison de votre venue aujourd'hui, c'est que vous n'arrivez pas à avoir un ministre qui prenne cette affaire, mais vous avez besoin de 15 députés dans ce cas-là pour interpeller le ministre. Tout à fait. Tout à fait. Nous, comment? Ça paraît peu, 15 députés sur plus de 500. C'est-à-dire que si on a 577 députés qui veulent qui veut s'intéresser à l'affaire, ça ira 2 fois plus vite. Mais après, si le ministre ne veut pas intervenir, si le ministre ne veut pas abroger cette circulaire scélérate, eh bien après, il nous faudra 15 députés pour aller plus loin dans la démarche. Voilà. Donc notre opération d'aujourd'hui, c'est saisir les députés pour parce que il faut revenir 1 an en arrière. Il y a 1 an, nous avons distribué notre livre 418 milliards à tous les députés et tous les sénateurs. C'est un travail qui nous a coûté 2 ans pour créer le livre, pour reprendre toutes les archives de l'association et d'apporter les points précis pour que le livre soit vraiment sourcé à la base avec des jurisprudences, avec des décisions, avec la loi. Donc, on a bien repris tout l'ensemble de l'urbanisme commercial et nous avons expliqué les dysfonctionnements. On a cru qu'en leur donnant le livre, que les députés allaient s'emparer de ce problème de dysfonctionnement de l'urbanisme commercial. Sur 577 députés, il n'y en a que 15 qui nous ont remerciés du livre, donc ça démontre le peu d'intérêt de nos députés délégataires de pouvoir sur ce problème de 418 milliards. Donc là, on parle de députés de gauche comme de droite. Ah, mais des députés, nous, de toute manière... 577. D'abord, nous, notre association est apolitique. Et de toute manière, pour nous, il n'est pas question de politique, il est question de camp. Vous avez un camp qui est prédateur, qui viole les lois, qui s'assoit sur les lois, qui fait ce qu'il veut, qui ruine la population. Et de l'autre côté, vous avez toutes les victimes qui subissent cette loi mafieuse. C'est-à-dire comment la grande distribution n'est pas recherchée sur toutes les fraudes qu'elle fait. Donc les députés, on avait pensé, en leur donnant le livre 418 milliards, que ça allait les éveiller. Ça n'a rien fait. La preuve, quand on rencontre des députés aujourd'hui, ils nous disent « mais je n'ai pas reçu le livre ». Il faudrait déjà qu'ils s'intéressent auprès de l'Assemblée nationale. Pourquoi ils n'ont pas reçu le livre? Donc, finalement, pour revenir sur ce concept de camp, pour vous aujourd'hui, c'est plus un concept de camp entre les citoyens qui essaient de respecter les règles de la démocratie et le camp à respecter. Et le camp des affaires, de ceux qui recherchent le profit. Qui recherchent le profit, peu importe comment ils obtiennent leur profit. Si vous avez raison, dans ce concept, ça voudrait dire qu'il y a 2 sociétés. Voilà, tout à fait. On force certains à respecter la démocratie. Voilà. Donc il y a certains partis vont nous expliquer comment leur volonté, ce qu'ils voudraient faire et tout ça, mais ils ne s'intéressent pas
à ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr. Parce que quand on voit tous les magasins fermés, ça pourrait quand même les interpeller. Les interpeller, alors que ça les interpelle pas. Donc aujourd'hui, si on vient vous voir, c'est parce qu'on est dans la deuxième phase de notre livre, c'est-à-dire que maintenant, on leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils ont fait le livre pour cesser ce dysfonctionnement de l'urbanisme commercial. Donc aujourd'hui, on a décidé d'aller à chaque permanence. Donc là, par exemple, hier... On en a fait 4. Hier, nous en avons fait 4. Nous avons été à la permanence d'Aymeric Caron. Oui, parce que, hormis de solliciter les députés, les citoyens, n'importe qui, peut solliciter son député pour aller lui parler de cette affaire-là. Voilà, si vous C'est-à-dire voulez... que n'importe quel lecteur qui apprécie votre combat peut demander un rendez-vous avec son député et lui expliquer, écoutez, j'ai lu ce livre, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que vous ne les défendez pas? Voilà. C'est une très bonne démarche. Ce serait une très bonne... Mais c'est une démarche de démocratie, c'est un contre-pouvoir, pour le coup. Voilà. Et si vous voulez, par notre démarche, on leur montre le chemin de comment ils doivent faire. Mais donc les gens ont du mal à s'approprier. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est vrai que finalement, je pense que le citoyen aujourd'hui, le commerçant, c'est un concept presque assez flou s'ils ne connaissent pas de commerçants dans leur entourage. Finalement, on entend peu parler des problématiques des commerçants. D'ailleurs, vous en parlerez après. Déjà, il y en a de moins en moins, puisqu'il y a 60 000 commerçants qui disparaissent par an. Donc, et encore plus cette année avec l'augmentation du prix de l'énergie. Mais alors, pour cette année, on ne sait pas, mais je sais qu'après le Covid, il y en a eu 60 000 qui ont disparu. 60 000. Voilà, qui ont disparu. Énorme. Mais de toute manière, c'est un ensemble. Il y a la concurrence déloyale, il y a comment ça s'appelle, donc l'économie, l'énergie. Le Covid, donc si vous voulez, il est vraiment massacré, le commerçant indépendant. Le commerçant indépendant. C'est de la concurrence déloyale pour vous. À partir du moment où un maire autorise un centre commercial en n'ayant pas respecté le plan local d'urbanisme, c'est de la concurrence déloyale. Ça veut dire que le maire a favorisé l'implantation d'une grande surface par rapport à ses commerçants de centre-ville. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche qui s'affiche en grand sur l'écran? On vous voit devant la permanence de Alors, hier, nous avons fait 4 députés. Nous sommes allés à la permanence d'Aymeric Caron. Bon, il n'y avait pas de boîte aux lettres. Alors, on lui a glissé sous la porte. Nous avons fait celle de Madame Sandrine Rousseau. C'est pareil, on lui a glissé sous la porte. Nous avons fait la permanence de Madame Danielle Obono. La France Insoumise. De la France Insoumise. Malheureusement, ce n'était qu'un digicode. On a téléphoné, il n'y avait personne. On n'a pas pu lui déposer, donc on va lui renvoyer le dossier par courrier. Donc il y a des permanences qui ne sont pas du tout sur les 4 qu'on a fait. Oui, c'est une permanence sans permanent à l'intérieur. Et on a fait la permanence de Madame Danielle Simonet, qu'on a déjà rencontré, qui est parfaitement au courant du problème des 418 milliards. Et que malheureusement, nous attendons toujours ces interventions. Et elle a vanté les mérites de notre association au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que leur groupe fasse quelque chose. Et le groupe de la France Insoumise, aujourd'hui, comme tous les autres groupes, ne se battent pas contre ce scandale de... Ouais. Il faut rappeler, là, aujourd'hui, on peut être affirmatif avec votre livre, puisque comme on en parlait hors micro, ce livre, il n'est pas sorti ce mois-ci. 2 ans qu'il est sorti. 2 ans. Et vous n'avez jamais été attaqué alors que les faits sont édifiants. Les faits sont là, les faits réels. Hein. Donc si vous n'êtes pas attaqué, c'est que finalement on vous donne raison d'une certaine manière déjà. Et surtout le ministre l'a reçu, le ministre Attal l'a reçu, il nous a accusé de réception. Monsieur Gabriel Attal. Oui. Et je suis désolé, là il pouvait nous attaquer pour dire ce que... Mais non, il nous accuse de réception du livre, c'est tout. Voilà. Ils n'agissent pas. Voilà, ni dans un sens ni dans l'autre. Il a peut-être bien aimé le livre, d'ailleurs. Il a peut-être lu. Il ne peut pas être contre, puisqu'il nous a dit qu'il était, lui, pour une France juste, un respect des lois et tout, M. Bruno-Le-Maire, notre ministre. Il nous a écrit avant d'être ministre, il nous a vraiment assuré il a voulu nous assurer de sa confiance. Oui, ça c'est ce qui est un peu problématique dans la société actuelle. On en parlait dans le premier entretien, encore une fois, j'invite tous les lecteurs à aller le voir, parce qu'il est très complet. Vous nous montriez des lettres où les ministres, notamment le maire Bruno Le Maire, vous affirmez qu'il se battait contre ça, que c'était un de ses chevals de bataille, et finalement, ils ne font rien dans les faits derrière. Pire, puisque quand on a une procédure,
il va faire un pourvoi. Donc là, on ne comprend plus, le monsieur. Là. On ne peut pas le comprendre, d'ailleurs. Et donc, alors, toutes ces permanences et aucune réponse, 15 députés. Ah mais là, on vient de leur déposer, donc oui. on va voir si on va avoir une réponse. Oui. Donc maintenant, la démarche que l'on fait, c'est qu'on essaye, ça commence à venir, d'avoir des citoyens qui s'emparent du problème et qui remplissent eux-mêmes la lettre pour les députés. Alors qui s'affiche sur l'écran. Voilà, donc soit ils le remplissent, ils l'expédient, soit ils vont à la permanence comme nous avons fait pour montrer que nous sommes allés à la permanence pour aller à la rencontre, parce que nous, on veut pas être en conflit avec les députés. On veut être à leur rencontre pour qu'ils nous entendent, pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils agissent sur cette fraude. Cela, finalement, c'est une manière pour les citoyens de se protéger en démocratie. C'est simple. Absolument. C'est une manière d'agir. C'est une manière d'agir. Et le député, ce n'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un inatteignable, puisque c'est notre délégataire de pouvoir. C'est le représentant. C'est nos représentants. C'est lui en direct qu'on doit aller voir pour quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Tout à fait. Et donc ça, c'est simple à remplir pour quelqu'un, voilà, pour les lecteurs là, qui découvrent ça. La seule chose qu'on demande à la personne qui va voir son député ou qui l'envoie à l'Assemblée nationale, on lui demande d'en faire une copie pour qu'on puisse faire la collation et qu'on puisse savoir combien de députés ont été saisis. Aujourd'hui, dans notre démarche, depuis 1 mois et demi, on en est à 290 députés, courriers qui ont été saisis. Donc ça commence à faire. Bien sûr. Voilà, donc on demande en tant que citoyen, eh bien il leur demande qu'est-ce qu'ils font pour récupérer les 418 milliards de fraude. Parce que, alors, oui, c'est ça que... Parce que là, finalement, en plus, là, pour que les gens comprennent bien, vous dites que là, c'est de la fraude, c'est quelque chose qui est perdu, alors que derrière les pots cassés, en général, c'est le citoyen qui va en payer les frais. Oui, et puis il y a un paradoxe aussi. Il y a un paradoxe, c'est que hier, justement, en attendant, on était à un feu rouge, et je voyais des agents de la RATP qui contrôlaient quelqu'un qui n'avait pas son billet. Je ne vais pas dire, moi je suis pour la personne qui a fraudé le billet. Bien sûr. Mais ce que je constate, c'est que pour un ticket, il y avait 6 agents. Pour un ticket de la RATP, il y avait 6 agents qui contrôlaient. Vous croyez quand même pas que pour 4000 mètres carrés de surface illicite ou 5000 mètres carrés de surface illicite à Carrefour Vitrolles, il pourrait pas y avoir au moins 10 agents qui vont contrôler Carrefour Vitrolles ou Leclerc Plan de Campagne ou Babou ou voilà. Donc si vous voulez, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Il y a 2 poids 2 mesures entre ce qu'on met pour le citoyen. Pour un citoyen, il va y avoir 6 contrôleurs. Mais là, pour la grande surface. Mais pour la grande distribution, on va nous dire, et voilà, il n'y a plus de personnel pour aller contrôler. Alors, j'aime bien faire l'avocat du diable, quand même, en général, en face de vous. Peut-être que les gens vont dire, c'est aussi, les citoyens veulent qu'on continue à consommer dans les grandes surfaces. C'est peut-être le modèle de société que les gens veulent. Qu'est-ce que vous répondriez à ça ? C'est l'un ou l'autre. Ou si le consommateur dit, on veut de la grande distribution et on ne regarde pas ce que fait la grande distribution, on n'a plus besoin de députés. On n'a plus besoin de sénateurs. Et finalement, si on ne respecte pas, vous allez nous en parler après, si on ne respecte pas la réglementation, la Constitution, on n'a pas besoin de Constitution. Voilà. Oui, l'anarchie. Donc, en fait, c'est de l'anarchie, en fait. On pourrait très bien vivre dans l'anarchie. Hein. C'est-à-dire que... Donc là, c'est de l'anarchie, en fait. Oui, c'est l'anarchie. Les députés et les sénateurs nous coûtent 1 milliard. 1 milliard sur l'État français pour rémunérer les députés et les sénateurs. Si le consommateur dit on n'a plus besoin de loi, mais on n'a plus besoin de rien du tout, parce qu'à ce moment-là, chacun fait ce qu'il veut. Il faut à un moment donné que le citoyen se dise aussi est-ce que on est en France ou on n'est pas en France? Est-ce qu'on a une constitution ou on n'a pas une constitution? Est-ce qu'on est en République ou pas en République? À un moment donné, il faut choisir. Et moi, je dirais qu'ils prennent ses responsabilités, le citoyen, qu'on les prenne tous. Il y a des règles. Il faut savoir si on les applique ou si on les applique pas. On peut pas faire des règles pour vous, une règle pour moi et pour lui. Voilà, non. Et ça, c'est un bon moyen d'agir. Où est-ce que les gens peuvent trouver? C'est sur votre site, en toute franchise? Sur notre site. Pour site internet. La lettre. La lettre, oui, la lettre est sur notre site. Très bien. Pour les contre-pouvoirs, alors, on a dit qu'on en parlait, c'est le moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce problème entre les circulaires et les décrets qui viennent... voilà. S'entremêler les uns les autres. S'entremêler les uns les autres. Alors d'abord,
on va revenir, je vais faire assez court quand même sur la Constitution. Prenez le temps s'il le faut. Comment? Prenez le temps s'il le faut. Voilà. Donc la République est indivisible. À ce moment-là, pourquoi il y a deux camps? Il y a le camp des fraudeurs et les centaines de milliers de victimes des fraudeurs. Ça déjà, premier article n'est déjà pas bon. L'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Donc c'est justement l'action. Là, vous êtes sur la Constitution. Là. On est sur la Constitution. Donc, nous, ce qu'on demande, quelle est la légitimité de nos représentants si nos représentants ne font rien pour que la loi soit appliquée? Ça, c'est le truc. Après, l'article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Ben, on voit déjà dans les deux premiers, ça ne marche pas. Dans bien d'autres domaines, on voit qu'il est toujours hors sujet. Hein. Oui, donc on voit bien que là, la Constitution est dévoyée. Après, le gouvernement. Ben, le gouvernement, il doit faire appliquer les lois. Il doit s'assurer de l'exécution des lois. Bien, on voit bien que les lois ne sont pas appliquées puisque Monsieur Bruno Le Maire ne nous répond pas. Le Parlement, l'article 24. Le Parlement, donc nos députés et nos sénateurs, contrôlent l'action du gouvernement. Et dans l'article 147 du règlement de l'Assemblée nationale, il est dit que les députés et les sénateurs doivent vérifier les circulaires édictées par le gouvernement. C'est là où le problème est, c'est que cette partie-là n'est pas du tout appliquée par les députés et par les sénateurs, parce que les sénateurs ont la même obligation. Hein. Parce que là, on met en place, du coup, un contre-pouvoir. C'est le contre-pouvoir, voilà. On va voir notre député, on dit ça dysfonctionne, le député va voir le ministre et lui dit, voilà, ça dysfonctionne. Donc là, normalement, le commerçant indépendant ou le citoyen est protégé. Et protégé s'il fait appliquer, si le citoyen est actif vis-à-vis de son député. Voilà, donc ok, donc ça n'est pas que la faute du député, finalement, c'est vraiment la c'est la responsabilité faute aussi du citoyen, bien sûr. Hein. Ben nous, on tient à ce que le citoyen soit responsable. Donc nous, on dit que dans le cadre des circulaires édictés, il y a eu 3 circulaires qui ont été scélérates, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu appliquer la loi. Il y a eu la circulaire de 1981, de 2008 et 2017. Avec ces 3 circulaires, il y a eu plus de 6 millions de mètres carrés de surface illicite. Après, le rapport entre le Parlement et le gouvernement. Donc, l'article 37, le seul moment où le gouvernement peut modifier une application de la loi, c'est par décret. Donc, quand il modifie la loi par une circulaire, c'est illégal par rapport à la Constitution. La Constitution ne prévoit pas la modification des lois par des circulaires. L'article 40, c'est de dire que le Parlement ne peut pas, les députés et les sénateurs ne peuvent pas demander des choses qui auraient pour conséquence de diminuer les ressources publiques. Mais nous, c'est l'inverse. Nous, on veut qu'ils appliquent les lois pour justement récupérer les amendes. Donc, on sait tout à notre bénéfice, pour tout le monde, pour le citoyen et tous les citoyens, que les députés interviennent. Donc, l'article 51.2, donc c'est toujours pareil, les missions de contrôle. Les députés ont la possibilité de faire des missions de contrôle. Malgré nos demandes répétées depuis 1 an, il n'y a aucune commission d'enquête qui a été mise en place pour rechercher pourquoi tous ces dysfonctionnements ne marchent pas. Les traités, je suis toujours dans la Constitution, hein, l'article 52 des traités internationaux, ben on voit bien la France ratifie les traités, donc elle a bien ratifié le traité du fonctionnement de l'Union européenne qui imposait des amendes et des astreintes pour les surfaces illicites. Pourquoi la France n'applique plus les amendes pénales? Donc c'est fou, c'est qu'il y a quand même un travail législatif qui est fait là-dessus pour bien encadrer tout est fait, les choses. Tout est prêt. Tout est prêt, mais dans les faits, ça ne s'applique pas. Voilà, l'article 53, le traité de commerce, voilà. Nulle cession, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. Donc, il est bien dit qu'on ne peut rien faire sans que la population soit d'accord. Article 55, les traités sont une autorité supérieure à celle des lois. Or, le traité, l'article 101, 102 et 103 du traité de fonctionnement de l'Union européenne n'est pas appliqué dans le droit français. Et enfin, l'autorité judiciaire, le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Bien, on voit bien que les magistrats font ce qu'ils veulent. Hein. Alors, responsabilité pénale des gouvernements. C'est pour ça qu'on a besoin de 15 députés. Nous avons déjà demandé à M. Bruno Le Maire et à Mme Olivia Grégoire
d'abroger la circulaire de 2017 qui empêche l'application de la loi sur la concurrence claire et loyale et qui empêche l'application des décisions de justice. Donc, étant donné qu'on lui a demandé d'abroger, nous, on voudrait être soutenus par des députés pour pouvoir que notre action arrive à son but. Et là, il nous faut 15 députés, 15 parlementaires, que si M. Bruno Le Maire ne veut pas retirer l'abrogation, on peut aller devant la Cour de justice de la République. Alors, concernant les collectivités territoriales, ben, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'article 72. Le représentant de l'État, donc le préfet, est chargé du contrôle administratif et du respect des lois. Ben, c'est pareil, on voit bien qu'il ne fait aucun contrôle de la légalité des permis de construire frauduleux. Et à l'Union européenne, ben voilà, d'exercer les compétences du traité de l'Union européenne, ben on voit bien que le gouvernement ne veut pas appliquer certains articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, ce qui est étonnant, c'est que Mme Borne se saisit de l'article 49.3 de la Constitution, mais que les citoyens, on ne peut pas se saisir des articles de la Constitution. Il y a quand même un problème. C'est bien résumé, je pense. Avant de terminer, est-ce que vous avez... j'aimerais qu'on parle encore de la liberté d'expression des commerçants, parce que vous avez beaucoup à dire là-dessus, puisqu'il y a quand même énormément de commerçants indépendants qui sont lésés, on vient d'en parler, qui continuent d'être lésés. Ce livre, c'était il y a 2 ans, mais il y a toujours des affaires. Et vous dites que les commerçants n'osent pas parler, ou il y a plusieurs facteurs qui font qu'ils ne parlent pas. Vous, en tant que commerçant qui avez été... spolié, vous avez créé cette association qui vous permet de porter la voix des commerçants, mais vous dites en général les commerçants ont du mal à s'exprimer, alors que pourtant ça pourrait permettre de libérer la parole aussi des commerçants pour protéger les futurs qui sont aujourd'hui peut-être en danger. Mais alors, juste avant de parler de cette liberté d'expression, est-ce que vous avez eu un cas précis qui vient de se passer? On s'était vu en mai, est-ce qu'il y en a eu un nouveau depuis? Il y en a eu en juillet, je crois. Voilà, alors en juillet, on est toujours dans la même configuration, c'est-à-dire que les élus locaux ne respectent pas la loi, ne respectent pas le code du commerce. Donc là, on a trois nouveaux dossiers. On a le dossier de l'Espignan, où il va y avoir un Intermarché qui... Alors lui, il se met carrément dans une zone pavillonnaire. Les gens, les particuliers, ils vont avoir carrément les parkings au milieu, à côté de leur piscine. À 5 mètres de leur piscine. Donc il y a des quartiers résidentiels où on a mis que des résidences, et juste à côté, on va mettre une grande surface. Dans la résidence. Dans la résidence pavillonnaire. C'est-à-dire que... Ça a déjà été fait, ça? C'est où une... La résidence pavillonnaire est construite, les gens sont installés, ils ont fait leur piscine et autres, et en plein milieu, on amène un supermarché avec une station-service à côté de l'aire de jeu. Et ce genre de cas, vous l'aviez vu depuis 30 ans dans votre combat, ou c'est une manière d'innover? Nous en avons vu, on a vu ce cas-là il y a 2 ans avec le Lidl à Annay-sous-Lens, mais ça veut dire que ça continue. C'est une ville... Annay-sous-Lens, c'est dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, d'accord. Voilà, donc là, l'Espignan... Ça arrive dans toute la France, de toute manière, ces cas-là. C'est un système organisé sur tout le territoire français. Donc on a le cas de l'Espignan, on va avoir un autre cas, c'est un Lidl, c'est pareil, qui s'installe à côté des maisons à Vallon, la Vallon-Pont d'Arc, pardon, là c'est dans l'Ardèche. Et on a aussi un nouveau dossier, c'est le Lidl, non c'est un Grand Frais à Gardanne. Alors ça c'est pareil, c'est le permis de construire a été délivré pour 999 mètres carrés, avec une surface déclarée non déclarée, voilà, une surface non déclarée. C'est-à-dire que maintenant, ils demandent un bâtiment et on ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Voilà. Donc, certains opposants, je ne dis pas des opposants de la grande distribution, parce que la grande distribution, de toute manière, ils continuent leur truc avec leurs avantages et le favoritisme des élus. Mais certains opposants sur les 418 milliards nous disent « mais ça, c'est de l'histoire ancienne ». Mais non, ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est tous les jours. Là. Il y a encore 3 permis là, qui viennent d'être délivrés et c'est encore les mêmes histoires. On ne respecte pas, si vous voulez, quand on vient s'installer
quand un supermarché vient s'installer à côté des gens, à côté d'une aire de jeu, mais est-ce qu'on respecte, est-ce que le maire respecte ses citoyens sur sa commune? Et là, finalement, quand on vous entend, on se dit, si les gens ne font pas ce courrier-là, derrière, il ne faut pas s'étonner, ils pourraient même se retrouver avec une grande surface juste à côté de leur maison. Voilà, parce que maintenant, ils ne s'implantent plus en périphérie. Maintenant, ils reviennent dans les zones pavillonnaires. Et ils reviennent pas. On ne dit pas, on va pas faire un petit centre, par exemple avec un boucher, un boulanger, un marchand de journaux. Non, on met tout de suite une grosse batterie de 900 mètres carrés avec des réserves, avec une station-service, avec des camions de livraison. Et là, on parle de personnes qui peuvent s'installer dans des petites communes pour être au calme et qui tout d'un coup vont se retrouver dans une zone très dynamique d'activité. 3300 habitants. Et là, les camions, ils vont passer en plein milieu de la zone pavillonnaire. Mais je ne sais pas si vous voyez. Les gens, ils vont sortir de leur maison, ils vont voir les camions passer comme si ils étaient dans une zone commerciale. On voit très bien. Oui. Et puis, les bruits. Sur l'emploi, il faut quand même donner un détail, un exemple. On a un maire. Sur l'emploi ? Sur l'emploi. On a un maire qui, dans une commune, veut son... Allez, c'est un Super U, je crois. Et il le veut absolument, parce que c'est lui qui le veut plus que... C'est mon projet, il dit. Voilà, c'est mon projet. C'est vrai, lui, il le dit. C'est mon projet. Et quand le commerçant va le voir en disant, mais monsieur le maire, vous savez que s'il s'ouvre, moi, ma petite surface à moi, je suis mort. Dans 2 ans, j'arrête. Ah, mais c'est pas grave. Vous serez bien accueilli en tant qu'employé chez Super U. Et c'est marqué même, dans le conseil municipal, dans le procès-verbal du conseil municipal. Vous voyez qu'on est ce que s'octroient comme droit ces gens-là. Donc là, on a vraiment une menace sur les professions indépendantes de dire vous allez dans tous les cas vous retrouver dans ces grandes surfaces. Et je me souviens, ça c'est vieux. Ça veut dire que il lui garantit pas qu'il y aura la pérennité de son magasin. C'est qu'il prévoit que s'il disparaît, il trouvera un emploi dans la grande surface. Et à Bourgoin, le maire, par vengeance, mais par... par représailles. Par représailles, il a établi, là où il y avait le parking pour les commerçants, il a établi des poteaux, il a mis je sais pas combien de poteaux pour empêcher le stationnement. Représailles. Voilà. Alors, nous, on n'a pas connaissance de tout, mais quand on voit ça, on est outré. Alors pour finir, c'est édifiant, et merci d'être venu parler de ça, mais parlons de la liberté d'expression. Alors pourquoi aujourd'hui les commerçants qui sont en danger ou qui ont perdu leur entreprise, pourquoi ne parlent-ils pas? Puisque ça pourrait permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, de libérer la parole. Mais il y a une chose qu'il faut qu'ils sachent, et Madame Donat va vous le dire, c'est que les commerçants, dans la procédure contre la grande distribution, ils n'ont pas le droit... Vas-y, tu connais mieux... Ils n'ont pas le droit de parler? Non, c'est-à-dire que les tribunaux de commerce ne s'occupe pas si le commerçant est ruiné à cause d'une grande surface qui s'est implantée illégalement. Le commerçant, et puis le commerçant a tellement subi... C'est-à-dire, si le commerçant il a perdu du profit à cause de la grande surface, ça ne rentre pas... Voilà, donc il est obligé de déposer son bilan. Mais le responsable, c'est celui qui s'est implanté à côté de lui, puisqu'on est dans une concurrence, normalement une concurrence claire et loyale. Mais selon le tribunal du commerce, c'est la faute du commerçant. Non, il va même pas regarder si c'est de la faute, c'est de l'abattage. Le tribunal de commerce, c'est de l'abattage. Circuler, il n'y a rien à voir. On regarde, vous avez un actif, vous n'avez pas d'actif, circuler. Si vous avez un actif, vous êtes propriétaire des murs, à la limite, encore, on va regarder, parce que vous êtes encore propriétaire. Donc, on a par exemple un cas où on peut avoir un commerçant qui a une activité qui est pérenne, même si peut-être que c'est une situation un petit peu précaire. Tout d'un coup, une grande surface arrive juste à côté, et son chiffre d'affaires chute drastiquement. Le tribunal de commerce dit, bon, bah, c'est bon, vous déposez le bilan, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est courant. C'est comme ça. Et en plus, bon, maintenant... On dirait une blague, hein, dit comme ça. On dirait pas qu'on est en démocratie, là. Alors, il y a des commerçants, ils ont eu, comment dire, la prévoyance d'écarter d'écarter leurs biens propres de leur activité professionnelle. Mais avant, vous aviez les commerçants qui étaient en nom propre. Moi, j'étais en nom propre. Il n'y avait pas moyen d'écarter mes biens propres par rapport à mon activité professionnelle. Et c'est pour ça que tout est liquidé. Vous liquidez le fonds de commerce, la maison, l'emploi, tout est liquidé.
Et derrière, vous êtes pendant... Madame Donnette, elle a été 10 ans sans pouvoir avoir un chéquier et tout. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est un monde à part. La liquidation judiciaire, c'est un monde à part. On peut comprendre le commerçant quand il est devant ce phénomène. C'est un phénomène quand même. Donc c'est quelque chose qui peut être humiliant. Très dur. C'est très dur. Vous ne pouvez pas aller l'interroger une fois qu'il a été mis dans cette situation. Il veut oublier. Il est culpabilisé, il est méprisé. Il veut passer à autre chose. Vous savez, c'est comme un viol, on vous dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de penser à ça. Oui. Voilà, c'est le même process. Parce que c'est le même processus que pour le viol, finalement. Là, aujourd'hui, on ne voit pas de commerçants dans cette situation parler, alors que ça pourrait permettre de libérer la parole. Et c'est pour ça que j'ai essayé de comprendre, mais là, je me suis aperçu qu'il faut des moyens pour pouvoir faire une enquête. Parce que on a tous les dépôts de bilan, ils sont inscrits au tribunal de commerce, au greffe. Et là, nous, on n'a pas les moyens pour aller jusque-là, mais il serait bon, avec même un concours d'un journaliste national et tout, d'aller faire la recherche et de faire les choses sérieusement pour savoir. Mais le gouvernement le sait parfaitement. Et quand la personne a une famille, 1, 2, 3 enfants, un mari qui travaille, la femme, que devient-elle? Elle est à la charge de l'État. Donc si la charge de l'État va pas, évidemment... Puis combien de divorces? Combien de divorces après une liquidation judiciaire? C'est notre cas. Voilà, combien de divorces? Mais Puisque les problèmes financiers impactent la famille? Ah oui. Déjà, vous avez beaucoup de gens qui font des dépressions nerveuses. C'est insupportable. Là. C'est dans un état de stress permanent. Puis ça déclenche des maladies. Le stress déclenche des maladies. Donc c'est abominable. La santé, le couple, les finances, finalement, on détruit le citoyen. Tout à fait. L'équilibre, c'est un déséquilibre total. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des citoyens pour rétablir la situation. Ça, et si jamais il y a des commerçants qui regardent qui sont dans cette situation, qui regardent l'émission, n'hésitez surtout pas, vous pouvez nous faire des mails sur rédaction@francoir.fr et on essaiera de faire une émission avec plusieurs commerçants comme ça, n'hésitez pas. rédaction@francoir.fr et puis vous pouvez aller aussi vers l'association En Toute Franchise. Sachant que nous, on s'occupe que de l'urbanisme commercial. Ah oui, d'accord. Parce que non, mais on pourra aider. On pourra aider les gens parce que c'est vrai, vous avez raison, de libérer la parole. Ça permet aussi à d'autres personnes de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Là, vous parliez de 60 000 personnes tout à l'heure. Voilà, 60 000 liquidations. Donc vous avez des liquidations où les gens sont complètement désespérés. Puis c'est toujours pareil, ils ne peuvent pas rebondir, ça dépend à quel âge ça vous arrive. Si ça vous arrive à 40 ans, vous avez encore la volonté de rebondir. Mais si ça vous arrive à 60 ans, que vous perdez tout au moment de l'âge de la retraite, c'est catastrophique. Prenez un exemple, que les gens regardent tous les magasins fermés et s'imaginent qu'il y en a, mettons, 5 sur 100, des gens qui étaient proches de la retraite, qu'ils ont travaillé croyant que leur fonds de commerce serait leur retraite. Leur capital retraite. 5 sur 100. Vous voyez, ça fait beaucoup. Regardez tous ceux qui ont comme revenu des locaux commerciaux. Regardez le nombre de locaux commerciaux qui sont fermés. Donc, tout ce qui ne rentre pas dans l'économie locale. Dans l'économie locale. Imaginez ça. Personne ne le dit. Il n'y a aucun grand média qui s'en occupe. Il serait temps qu'on s'occupe de ces gens-là, savoir où ils sont, comment ils vivent. Il y en a peut-être qui l'ont prévu, il y en a peut-être qui l'ont voulu, mais sur 100 magasins fermés, il y a bien des gens malheureux. Et peut-être qui contribuent à cette France de pauvres. Quand on vous prend votre maison, essayez de voir, on vous prend votre maison. Que vous devenez, vous, quand vous avez un enfant ou 2 enfants? Un mari même, le mari qui va travailler pour payer vos dettes. Essayez de le comprendre, mesdames, messieurs. C'est tout. Merci pour ce témoignage. Est-ce que on voulait faire court, mais finalement c'est un sujet tellement vaste que... Oui. Est-ce que vous voulez conclure? Je reviendrai sur la lettre des députés parce que comment on s'est aperçu que le problème des commerçants c'est assez centré et que nous on voudrait que le citoyen s'en accapare. Maintenant, nous, on fait partie de une fédération et une coalition. Donc, on fait partie de la fédération des terres pas d'hyper
Donc en ce moment, les sujets sont moins importants parce que les gros dossiers, il y a des gros dossiers qui ont été abandonnés. Mais maintenant aussi dans la coalition citoyenne, où on s'aperçoit que des citoyens bougent. Et que cette coalition citoyenne, j'espère que ça va ramener beaucoup de citoyens à faire la démarche auprès de leurs députés pour ne plus laisser nos députés dormir, pour que nos députés se réveillent et qu'ils se disent « nous avons des choses à faire, on ne peut pas laisser partir la France dans cet état-là ». Et la coalition citoyenne, il va y avoir le congrès le 14 octobre à Bordeaux, et ça serait bien si vous pouviez faire un reportage sur cette journée d'animation où on va justement exposer les problèmes, sur comment intervenir auprès des députés, de voir est-ce qu'un député qui ne fait pas son travail, est-ce qu'il est normal que ce député reste en place? Il y a plein de choses à faire pour pouvoir retrouver la démocratie. Alors, nous, on dit la démocratie, mais aujourd'hui, on n'est pas dans un régime démocratique, on est dans un régime de la République, puisqu'on délègue notre pouvoir. Et d'autres personnes voudraient avoir la représentation directe, c'est-à-dire d'être en démocratie. Mais là, c'est un long chemin à faire pour passer de la République à démocratie, mais c'est toujours pareil. Seul le citoyen a les clés en main. Parce que 66 millions d'individus, 40 millions de votants, c'est eux qui ont la clé en main pour passer de la démocratie, passer de la République à la démocratie et qu'on puisse vraiment être libre de ce dont on a envie. Un témoignage, nous sommes deux êtres libres. Merci beaucoup Martine Donnette et Claude Diot d'être venus. C'est des mots forts, c'est une situation importante à comprendre, à maîtriser. J'espère que les citoyens pourront s'emparer de ce combat-là et puis on suivra ça de très près. On vous recevra prochainement, j'espère, pour voir aussi si des députés vous ont rejoint. D'accord, ok. Merci. Merci. Ça va être un combat là, mais ça peut être bien reçu aussi, puisque nous ne faisons pas de politique. La politique là, c'est pas la politique politicienne. C'est notre pouvoir. C'est l'action citoyenne. Notre pouvoir, on veut savoir à quoi il sert. Tout à fait. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup encore une fois. Et vous pouvez lire, bien sûr, 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration aux éditions Talma. C'est aussi écrit avec votre éditeur Patrick Pazin. Patrick Pazin. Que l'on remercie. Un éditeur engagé. Oui, tout à fait. Que l'on remercie parce qu'il a travaillé beaucoup quand même. Et il a exigé les preuves. C'est ça. Et merci à vous. Vous pouvez partager cet entretien sur tous vos réseaux. Et bien sûr, François appartient exclusivement à ses lecteurs. Vous pouvez nous faire des dons sur françois.fr/soutien. À bientôt. Et n'oubliez pas de faire un courrier à votre député si le discours de Martine Donnette et Claude Diot vous a touché. Au revoir. Merci encore. Merci encore.